Merci Anne. Donc, moi, je vais vous parler dans la prochaine demi-heure des principales causes d'avortement au niveau des petits ruminants. Il va parfois mentionner peut-être plus les ovins, mais il faut pas, je discriminerai pas non plus les caprins parce que la plupart des conditions se retrouvent pas mal en partie égale dans les deux espèces. Quand il y aura des particularités, je le nommerai. C'est important aussi de parler d'avortement parce que c'est une situation importante au niveau des petits ruminants sous plusieurs aspects. Sous l'aspect zoonotique, c'est-à-dire la transmission potentielle des maladies abortives aux humains, un aspect économique important quand on parle d'épidémies d'avortement qui peuvent atteindre jusqu'à 30 du taux d'agnolage ou de chevrotage, si on veut, dans une période critique d'avortement. Il y a aussi une importance au niveau d'utilisation judicieuse des antibiotiques, d'où l'importance d'un bon diagnostic, d'où l'importance d'avoir recours au laboratoire, comme il va se passer dans le projet pilote, où on pourra justement encore plus préciser les causes d'avortement, parce qu'il est difficile souvent, avec seulement l'anamnèse, de préciser le diagnostic puis de prendre la bonne voie, si on veut, de prévention ou de traitement à ce moment-là. On va commencer par une cause qui est, oui, très fréquente, la fièvre Q, est causée par la bactérie Coxiella burnetii, est très résistante dans l'environnement. Ça, on va le mentionner ici, puis on le répétera pour les autres causes aussi. Très résistante dans l'environnement, ça veut nous dire aussi, dans la régie de ce type d'avortement-là, l'importance du nettoyage ou la désinfection de nos structures d'élevage. C'est une maladie très répandue, souvent symptomatique. Sinon, les manifestations cliniques se situent au niveau des avortements et des mortinatalités. On voit ici, sur cette diapositive, une étude qui a été réalisée en 2015 par Julie Arsenault et collaborateur M. Turcotte. On parle de 24 fermes qui ont été répertoriées, une prévalence de troupeaux au niveau des ovins de 70,8 et une prévalence individuelle à l'intérieur de ces troupeaux-là de 37,1 Quand on se reporte aussi au niveau des caprins, l'échantillonnage est un petit peu plus petit, mais on arrive à peu près avec les mêmes résultats. On parle de 66,7 au niveau de la prévalence de troupeaux et 49,2 au niveau de la prévalence individuelle. À droite de la diapositive, on voit aussi sur plusieurs années l'importance des diagnostics qui ont été faits, mais on voit particulièrement dans l'année 1999 un important taux de cas qui ont été répertoriés au-delà de 100, qui correspondait, si on veut, à les fermettes de Pâques, où il y a eu quand même, dans un de ces cas-là, presque 100 cas déclarés de fièvre Q au niveau des humains, c'est quand même important. Et par la suite, il y a eu des mesures, des conseils qui ont été donnés, entre autres, au centre d'achat pour mieux gérer, si on veut, la présence des fermettes de Pâques à l'intérieur de ces structures-là. Donc, oui, ça a pu conduire, on voit, à... il n'y a pas eu d'autres pics de cas comme ça dans les prochaines années, dans les années suivantes, si on veut. C'est quand même intéressant de noter que chaque année, il y a des mesures, il y a des conseils que le MAPAC va donner, il y a des documents qui sont donnés pour aider ces gens-là dans les rassemblements. C'est pas seulement dans les centres d'achat, ça peut être à l'intérieur d'activités, d'expositions agricoles, de foires, de lieux de compétition où on aime toujours voir la présence de petits ruminants parce que c'est quand même intéressant, c'est quand même attrayant pour les jeunes et les familles, si on veut. Si on continue au niveau de la fièvre Q, ce qui est quand même intéressant de noter dans toute la problématique du contrôle de cette condition-là, 1 gramme de placenta peut contenir jusqu'à 1 milliard de bactéries.
On rajoute à ça qu'une seule bactérie suffirait pour infecter un humain par inhalation. C'est quand même un élément très important parce qu'on voit ici l'importance de la pression d'infection, la présence de ces tissus-là, la présence des humains, si on veut, aussi au niveau des périodes d'agnolage, qui va correspondre à des mesures préventives qu'on devra prendre en compte pour le suivi de ces cas-là. Évidemment, les ovins et les caprins sont les principales sources de transmission aux humains, puis on s'est toujours demandé pourquoi. Il y a des éléments de réponse que, par exemple, la FIEVQ est quand même tout de même présente de façon importante comme agent au niveau des troupeaux de vaches laitières, mais il y a très peu, en tout cas, de cas rapportés où les humains ont contracté la FIEVQ strictement au contact de vaches laitières. Il y a différentes raisons, ou si on veut, de causes qui expliqueraient ça, comme le nombre de mises bas par année. On peut voir des structures d'élevage d'ovins quand même qui peuvent atteindre jusqu'à 2000 brebis. Ce qu'on remarque souvent, c'est qu'il y a des regroupements d'agnolage ou de chevrotage qui se font dans des périodes relativement courtes, ce qui, comme je le disais tout à l'heure, augmente nécessairement la pression d'infection. Aussi, le type de fesses, les fesses sont nécessairement beaucoup plus sèches, contiennent beaucoup moins d'eau quand on parle de caprins et d'ovins, ce qui favorise la dissémination de l'agent causal par les poussières. Aussi également par la gestion du fumier, qui est un fumier beaucoup plus sec. Donc, quand on procède à l'épandage du fumier dans des conditions de vent quand même importantes, ça peut disséminer la bactérie quand même dans un environnement relativement grand. Également, quand on parlait tout à l'heure des fermettes de Pâques, la capacité, ou si on veut, je dirais pas l'amour, mais la façon qu'on aime manipuler des agneaux ou des chevreaux, c'est une bête qui est inoffensive, qui est souvent très attrayante pour les citadins ou les jeunes enfants, ce qui fait que ça augmente le risque de dissémination, si on veut, ou que les humains puissent contracter cette maladie-là. Il y a un vaccin qui existe présentement mondialement, mais ça requiert un permis spécial pour pouvoir l'utiliser ici au Québec. Évidemment, c'est un vaccin, par contre, qui est efficace parce que ce qu'on veut dans cette condition-là, c'est diminuer la dissémination, ou si on veut, diminuer l'excrétion des animaux porteurs dans l'environnement. Et ce vaccin-là est efficace pour le faire. Je pense que c'est important de le noter. Par contre, généralement, le traitement antibiotique n'est pas recommandé parce que ça ne contribue pas à diminuer l'excrétion de l'agent causal par l'animal qui est porteur. Voilà. Donc, ce qu'on veut, l'objectif principal lors de l'éclosion, c'est réduire le risque de dissémination et de transmission à l'humain. Je pense que c'est ça qui est important de retenir, parce qu'il est généralement reconnu que la FIEVQ, dans la manifestation clinique dans les élevages du Québec, est souvent moins, et ça je le dis avec un bémol, mais souvent moins d'allure épidémique que les autres conditions comme la toxoplasmose ou la chlamydia, mais ça n'exclut pas que ça peut arriver aussi qu'il y ait quand même des éclosions importantes, mais généralement, on remarque moins ça. La toxoplasmose, la deuxième condition qu'on va discuter aussi, c'est plus qu'une histoire de chat, bien entendu, c'est causé par un parasite, Toxoplasma gondii. C'est très répandu et persistant dans l'environnement. Vous voyez là, il y a quand même là aussi le même commentaire que je ferai ici, que j'ai fait tout à l'heure au niveau de la FIEVQ, l'importance du nettoyage et de la désinfection. On peut quand même tout de même dire qu'il y a peu de désinfectants présentement qui sont efficaces contre les oocysts ou les œufs, mais il faut dire que la désinfection, le nettoyage est quand même un élément important qui va quand même contribuer à diminuer énormément la pression d'infection.
C'est aussi une condition qui va être souvent symptomatique parce que si l'animal, la brebis ou la chèvre est en contact avec le protozoaire de la toxoplasmose ou les oocysts, si on veut, il va avoir, si la femelle n'est pas gestante, donc elle n'aura pas de manifestation clinique d'avortement, l'animal va produire des anticorps et tout ça. Mais par contre, si la femelle est gestante, on va rencontrer un portrait clinique qui est quand même assez particulier pour cette condition-là. On peut avoir tout de même des mortalités embryonnaires, des momifications fœtales, des avortements, des mortinatalités. Vous voyez, c'est vraiment étendu sur toute la période de gestation, ce qui est un peu moins caractéristique des autres conditions abortives au niveau des petits ruminants. On peut même rencontrer la naissance de chevreaux ou d'agneaux qui sont vivants, normaux, en même temps que l'expulsion d'un fœtus momifié, entre autres. Donc, c'est un portrait clinique qui est un petit peu différent, qui nous aussi, qui peut nous questionner quant à la prévention qu'on va effectuer par la suite. C'est certain que, bon, on incrimine le chaton parce que le chaton, les chats vont développer la condition, ils vont être contaminants, si on veut, pour l'environnement dans une courte période de leur vie, à partir du moment où ils deviennent eux aussi en contact avec ces agents-là. Mais comme ils vont être en contact une fois dans leur vie, principalement au début de leur vie, ben, ils vont être contaminants souvent au début de leur vie, mais on peut rencontrer aussi la dissémination par les chats sur des chats malades ou qui sont en moins bonne condition. Il peut y avoir une ressurgence. Donc, il faut vous dire que les chats, en tout cas en général, ne doivent pas être la seule régie contre la vermine à l'intérieur des bergeries ou des chèvreries. Je pense que c'est important de ne pas se fier seulement à l'équipe féline pour venir à bout des rongeurs, si on veut, à l'intérieur d'une bergerie. On peut rencontrer aussi une forme congénitale au niveau de la toxoplasmose. C'est principalement, selon la littérature, des brebis ou des chèvres qui auront été en contact avec cet agent-là en fin de gestation. Donc, ils vont donner naissance à des agneaux ou des chevreaux porteurs qui pourront aussi, à leur tour, transmettre cette maladie-là à leur progéniture dans les agnelages subséquents. Mais évidemment, il y a toujours un point de départ. Le point de départ, généralement reconnu, justement, c'est la contamination des chats par l'environnement. Les humains peuvent évidemment contracter la maladie à partir de viande contaminée, mal cuite, et un environnement contaminé par des fesses de chat. Ce qui est aussi, évidemment, un peu comme les autres conditions abortives, c'est une immunité qui peut être durable. Il y a une production donc d'anticorps qui peut assurer une protection intéressante pour plusieurs années. Évidemment, ben, on peut mentionner que le but visé, ça serait que ces animaux-là puissent développer une immunité pré-accouplement dans le futur, dans leur âge, mais c'est quelque chose qui est un peu difficile à réaliser au travers de la régie habituelle de nos bergeries ou chèvreries, si on veut. Présentement, on peut rapporter qu'on peut contrôler cette condition-là avec du décoquinate. C'est possible. Disons que selon les études, ce n'est pas une méthode qui est infaillible, si on veut, quand on veut prévenir la toxoplasmose par le décox. Et ça nous amène aussi, comme on a vu tout à l'heure, qu'il y a des manifestations cliniques pratiquement sur tout le long de la gestation. Ce qui fait en sorte que si on veut établir une prévention la meilleure possible, il faudrait utiliser le décoquinate sur toute la durée de la gestation, ce qui peut représenter un coût relativement important pour les éleveurs au niveau de la prévention et aussi un peu une difficulté à pouvoir administrer ce produit-là adéquatement sur toute la durée de la gestation parce qu'évidemment, en début de gestation ou en mi-gestation, c'est rare que les éleveurs vont utiliser des moulées ou des suppléments. Ils vont avoir accès aux minéraux, donc il faut éventuellement voir si on incorpore le décoquinate au niveau des minéraux
minéraux en début de gestation ou si on l'incorpore avec les suppléments ou la moulée en fin de gestation. Mais c'est quand même une alternative qui peut être intéressante, mais qui ne doit pas remplacer une bonne régie au niveau des chats, de faire en sorte que les chats soient en santé, stérilisés idéalement, puis d'éviter la contamination des aliments, éviter que, par exemple, que les contenants de moulée servent de litière aux chats plutôt que qu'ils soient bien recouverts, faire éviter que les mangeoires aussi soient contaminés, changer la litière si possible quand il y en a, d'avoir un niveau de propreté dans la bergerie, la chèvrerie adéquat. On passe maintenant à la chlamydiose, un vieil ennemi, si on veut, omniprésent. C'est certain que vos éleveurs, vos clients vont souvent faire une liaison avortement-chlamydia. C'est une condition qui, peut-être parmi les producteurs, est plus connue que, si on veut, les autres conditions abortives. Et peut-être des fois aussi sûrement confondu avec les autres conditions abortives. Hein? C'est certain, d'où l'importance d'un bon diagnostic, parce que l'approche, on comprendra au niveau thérapeutique ou préventif est bien différente si on fait face à un cas de toxoplasmose ou un cas de chlamydiose. Puis parfois, ça peut se ressembler comme manifestation clinique. Donc, le recours au laboratoire est excessivement important dans ce cas-là. On a vu dans les cas qui ont été soumis au laboratoire dans les dernières années qu'il y a quand même, la chlamydiose n'est pas la première cause d'avortement, la toxoplasmose étant la cause la plus fréquemment diagnostiquée dans les laboratoires. Donc, est-ce que c'est parce qu'on soumet moins de pièces au laboratoire pour la chlamydia parce que c'est une condition qu'on connaît plus ou tout simplement réellement la toxoplasmose est plus fréquente? C'est des choses qu'on va aussi, c'est des éléments de réponse qui vont être intéressants de connaître à partir du projet pilote qui débute, si on veut. Donc, la bactérie Chlamydia abortus est très répandue, une approche, une manifestation clinique, on dit endémique, qui provoque des avortements. C'est une maladie qui se transmet aussi par les liquides et les tissus placentaires. Puis on parle vraiment de placentite, de lésions caractéristiques au niveau du placenta. Puis je conseille toujours aux éleveurs d'être en mesure, dans votre prise de données aussi, d'être en mesure de reconnaître un placenta normal d'un placenta anormal. C'est évidemment à partir du moment où il se produit des agnelages ou des avortements, où on remarque des placentas anormaux, ça peut déjà donner une orientation sur le type de diagnostic, mais ce qui fait aussi que un des éléments importants de l'envoi de pièces au laboratoire, c'est la présence d'un placenta qui contient des cotylédons pour vraiment être en mesure de combiner placenta et avorton au niveau de l'envoi des pièces au laboratoire. Ça restera toujours l'élément majeur important, puis ça peut parfois expliquer, comme disait Anne tout à l'heure, le 38 à 40 de causes indéterminées d'avortement, c'est la qualité des pièces qui sont envoyées au laboratoire. Pour différentes raisons, on a toujours le problème dans les avortements, c'est que l'avorton peut être décédé depuis plusieurs semaines, donc il y a déjà une perte de ce qui peut être des éléments qui a pu provoquer le décès de l'avorton. Et évidemment aussi, souvent, le placenta va être expulsé, il va être au niveau de la litière, il va être peut-être contaminé, mais je pense toujours garder en tête de la qualité des pièces que vous allez envoyer au laboratoire. Le temps d'incubation est relativement long au niveau du chlamydia. L'infection, évidemment, peut être latente et se réactiver lors de la prochaine gestation. Puis on a toujours le groupe cible le plus vulnérable, si on veut, à l'intérieur de nos structures, c'est les agnelles et les chevrettes. Dans les deux prochaines diapositives, on va indiquer comment un peu entre ou se développe la problématique des avortements à chlamydia dans les élevages, qui peut être différent selon ce qu'on a des élevages traditionnels. On parle ou régie classique, qui est un agnelage par année, si on veut.
Donc, la dissémination à l'intérieur de l'élevage peut prendre pratiquement 3 ans avant d'avoir le pic des avortements, le pic du pourcentage le plus élevé des avortements. Évidemment, c'est tout le moment où, entre l'achat d'un animal contaminé, l'avortement dans l'an 2 des femelles achetées et l'avortement majeur dans l'année 3, la 3e période d'agnolage, si on veut, où là, on va, tous les femelles peuvent être potentiellement touchées par ce taux-là. Et on va dans l'année 4, où on peut voir, comme il y a un bassin ou une quantité importante d'animaux qui ont déjà des anticorps qui ne réavorteront pas pour cette condition-là dans leur vie, mais on a le groupe cible qui restera toujours les agnelles et les chevrettes qui n'ont pas été encore en contact avec cet agent causal-là, qui vont risquer d'avorter. Donc, on comprend que suite à l'éclosion de cette maladie-là, ben, dans ces années-là, on va quand même apporter une attention particulière aux agnelles et aux chevrettes. Le portrait de la dissémination de la maladie dans une régie accélérée, donc plusieurs agnolages ou 3 agnolages sur 2 ans, vous voyez, là, ça se fait à peu près de la même façon, mais plus rapidement si on veut, et on arrive en bout de piste avec aussi 5 à 10 % d'avortements sur principalement les agnelles. La vaccination est possible, c'est un vaccin qui est disponible, qui est homologué au Canada. Bon, mais évidemment, c'est un vaccin qui est souvent en rupture de stock, ça c'est une chose, et dont l'efficacité est toujours été mise en question ou questionnable, si on veut. La difficulté de l'utilisation, c'est un vaccin qu'on doit donner aux femelles avant les accouplements en 2 doses, ce qui augmente beaucoup les manipulations. Puis on comprendra aussi que ça ne vaccine que contre un agent d'avortement. Ça ne vaccine pas contre c'est pas un vaccin qui est multivalent au niveau de plusieurs conditions. Ce qui fait que avant de ne se concentrer sur la vaccination comme prévention, il faut être bien certain de donner un diagnostic. Ce qui fait en sorte que souvent, c'est une méthode qui peut être utilisée, oui, peut-être pour les agnelles, mais qui est souvent utilisée en élevage pratico-pratique en combinaison vaccin ou antibiotiques, si on veut. Si on va dans la voie des antibiotiques, on peut l'utiliser soit en injectable, en moulé ou dans l'eau, mais je pense qu'il y a une question là de cibler bien entendu le bon moment de prévention. Il est généralement reconnu que le microbe, la bactérie se développe à partir de la mi-gestation, donc il est généralement reconnu s'il y a une période de temps où il faut intervenir avec les antibiotiques, c'est vers la mi-gestation pour éviter que justement les lésions de placentite prennent trop d'importance et provoquent des avortements en fin de gestation. Donc, dans ce type d'avortement-là, l'intervention aux antibiotiques en fin de gestation est questionnable. Les humains s'infectent surtout par l'ingestion de matériel contaminé. Par contre, chez les humains, les risques d'avortement sont possibles, mais relativement rares. On passe maintenant à la listériose, causée par la bactérie Listeria monocytogenes, qui peut se multiplier au froid ou dans un ensilage mal conservé avec une acidification insuffisante. C'est certain qu'on l'a placé ici comme cause d'avortement. Ce n'est pas la cause d'avortement la plus fréquente. Par contre, c'est une condition qui est très fréquente au niveau des élevages des petits ruminants, mais avec des manifestations cliniques qui sont plus d'allure nerveuse qu'abortive. C'est très répandu dans l'environnement, si on veut, présente au niveau des mammifères, des oiseaux. C'est vraiment au niveau un microbe qui peut se retrouver, entre autres, dans le sol. Comme je le disais, la forme nerveuse est fréquente, mais on peut aussi trouver des formes au niveau mammaire, au niveau septicémie, provoque aussi des avortements qui sont généralement sporadiques dans le dernier tiers de gestation.
mais parfois, tout dépendant du degré d'exposition, de la qualité des aliments, elle peut parfois prendre des allures épidémiques à l'intérieur d'un troupeau. Les animaux s'infectent en consommant des aliments mal récoltés, mal conservés, si on veut. C'est notamment des ensilages, mais pas uniquement des ensilages. Et là, on a toute la problématique aussi de la récolte, de la conservation puis de l'utilisation. Il y a différentes façons de contaminer. Par contre, on peut relier certains cas de listériose à l'utilisation de faucheuses qui aspirent la terre, donc qui aspirent le microbe qui est présent normalement au niveau des sols. Ça, c'est une chose. Ça peut être aussi par un mauvais entreposage de l'ensilage, des silos meules qui sont généralement mal fermés, ou des silos tours qui ne sont pas étanches, ou tout simplement des rouleaux de foin qui reposent sur le sol aussi, qui peuvent avoir une partie de l'aliment qui est contaminée. Et évidemment, quand on parlait une acidification insuffisante, on parle de pH supérieur à 5,5 qui peuvent permettre à la bactérie de se multiplier. Et on comprend que les rouleaux d'ensilage, entre autres, ont un pH qui est quand même supérieur au pH des silos tours. Donc, on peut plus souvent, je vous dirais, relier les cas de listériose à l'utilisation de ce type de conservation d'aliments-là. Mais, comme je le mentionnais aussi, ce n'est pas seulement la seule cause. Il faut donc avoir des aliments de qualité et bien conservés, bien entreposés. Je pense que c'est une règle générale. Les animaux s'infectent en consommant des aliments je le mentionnais, mal récoltés. Mais il y a un délai, ce qui est important, je me répétais, mais il y a un délai de quelques semaines entre une infection et les signes cliniques. Ça peut être de l'ordre de 2 à 3 semaines facilement. Donc, ça apporte des difficultés. Souvent, les cas n'arriveront pas dans la même journée, mais vont arriver de façon sur une période de temps de 2 à 3 semaines où il peut justement se développer des cas de listériose. Donc, quand on voit un premier diagnostic de listériose, il faut avertir notre producteur qu'il est bien possible qu'il y ait d'autres cas dans les prochaines semaines ou les prochaines journées, si on veut. Les humains s'infectent en consommant des aliments contaminés, notamment du lait cru et des fromages au lait cru, la viande mal cuite ou des légumes contaminés. Chez les humains aussi, le syndrome, la manifestation clinique, c'est principalement un syndrome grippal, des risques d'avortement ou d'encéphalite. Maintenant, on passe à la campylobactériose, anciennement on l'appelait la vibriose, c'est causé par une bactérie, le campylobactère, souche principalement Jejuni qu'on rencontre ici. C'est rarement diagnostiqué au Québec présentement. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est sous-diagnostiqué ou est-ce que vraiment la situation québécoise fait en sorte qu'il y a moins de cas de campylobactère? Par contre, c'est une condition qui est fréquente en Ontario et ailleurs en Amérique du Nord. Puis une particularité intéressante, c'est surtout au niveau des ovins, les caprins, au niveau des chèvres, c'est une condition qui est plus rare. Possible, mais plus rare. Le point caractéristique de cette condition-là, comme on voit aussi sur la diapositive, il y a des lésions hépatiques quand même qui sont caractéristiques. On voit aussi sur la photo de gauche un avorton qui a comme l'abdomen un peu gonflé. C'est un peu l'image rapidement clinique qu'on peut voir. Les animaux s'infectent en consommant des aliments et de l'eau contaminés par les liquides et les tissus fœto-placentaires d'animaux infectés et les fesses de nombreux mammifères et d'oiseaux. Le traitement est antibiotique, c'est sûr, qui est relativement couronné de succès quand on peut prendre la condition à temps, mais par contre, il faut mentionner qu'il y a de plus en plus de cas de résistance l'oxytétracycline qui sont répertoriés particulièrement en Ontario et aux États-Unis. Donc, il peut avoir des insuccès au traitement, puis on rapporte plus de cas de résistance qui sont causés justement par le campylobactère jejuni, apparemment.
S'il y a un insuccès au traitement, ben, c'est certain qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est le bon diagnostic ou est-ce que la bactérie est résistante? C'est d'où, là aussi, comme je le répète, l'importance d'avoir recours au laboratoire dans les cas d'avortement. Les humains s'infectent en ingérant des aliments et de l'eau contaminés par des fesses, des liquides et les tissus fœto-placentaires d'animaux infectés. C'est principalement la manifestation clinique chez les humains serait des entérites. On passe maintenant au virus de la vallée de Cache. C'est le virus de la famille des arbovirus. C'est transmis par des insectes, donc des moustiques qui sont les vecteurs de cette condition-là. Présentement, plus rarement diagnostiqué au Québec et en Ontario, mais c'est surtout fréquent dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Mais, il faut le dire, le virus circule au Québec parce que dans différentes études dans les dernières années, il a été démontré des anticorps qui ont une séroprévalence relativement élevée dans ce qui a été répertorié. Donc, c'est important de garder cette condition-là dans notre diagnostic différentiel. Les manifestations sont quand même assez caractéristiques. Hein? C'est des malformations congénitales, notamment de scoliose et d'arthrogrypose. On peut voir aussi des mortalités embryonnaires si les femelles sont infectées en tout début de gestation et en fin de gestation, si les femelles sont infectées, il y a peu de signes cliniques, il n'y a pas très peu de probabilité d'avortement. C'est vraiment une infestation, je dirais de mémoire, après 45 jours de gestation, où là, les manifestations cliniques, telles qu'on le voit sur la diapositive, apparaissent de façon plus importante. Les brebis et les chèvres s'infectent par la piqûre d'une moustique infectée. Et les humains s'infectent aussi par la piqûre d'un moustique infecté. Mais ce qui est important de retenir, c'est que les petits ruminants et les humains ne sont que des hôtes accidentels. Donc, ce n'est pas nécessairement la brebis qui va être un vecteur pour infecter l'humain, c'est vraiment comme un hôte définitif accidentel, si on peut, de la condition. Je pense que c'est à retenir, mais ce que ça nous indique, si jamais il y a des cas cliniques au niveau des avortons, que la maladie existe dans l'environnement, qu'il y a potentiellement des dangers pour les humains. Ce qu'il faut évidemment gérer, comme toute autre condition d'avortement, c'est gérer, si on veut, les facteurs de risque. Donc, le facteur de risque majeur, c'est l'exposition aux moustiques en début de gestation. Et un environnement qui est propice à la reproduction des moustiques. Là-dessus, on va noter qu'il faudrait éliminer les eaux stagnantes et garder un environnement le plus propre possible. Chez les humains, le virus peut causer des encéphalites assez graves, donc c'est important qu'on puisse essayer de contrôler ces conditions-là, puis en suivre aussi l'évolution au niveau de nos élevages au Québec. Il y a ici, si on passe à d'autres causes infectieuses qu'on n'élaborera pas nécessairement, mais qu'il faut nommer parce que c'est quand même possible d'en rencontrer, le virus de Bordeaux, peu diagnostiqué au Québec, mais il y a quand même des anticorps dans ces différentes études qui ont été faites dans les dernières années qui a démontré qu'il y a des animaux qui ont quand même séropositif à cette condition-là, qui peut s'apparenter au BVD si on veut. La néosporose aussi, qui n'est pas une cause de diagnostic vraiment fréquent au niveau des petits ruminants, mais qui est quand même possible. Le virus de l'herpès caprin, qui est quand même aussi une condition qui peut être présente, mais qui est quand même difficile présentement de pouvoir élaborer son importance ou pouvoir déterminer, si on veut, son importance au niveau de l'élevage caprin au Québec. On a aussi dans des possibilités de virus de la fièvre catarrhale du mouton, si on veut, le glouton, qui n'a pas nécessairement été encore qui n'a pas quand même son importance au Québec présentement, mais avec le réchauffement climatique, comme les vecteurs sont des insectes, je pense que c'est important de le retenir comme cause possible dans le futur, dans notre diagnostic différentiel. On rajoute à ça les brucella, les salmonelles de toutes sortes,
ainsi que bien d'autres bactéries qui peuvent être des causes accidentelles d'avortement par une perte, entre autres, d'intégrité du col utérin, contamination ascendante par ces bactéries-là, ou suite à une septicémie de la brebis ou de la chèvre, peut quand même aussi provoquer des avortements. Dans des causes maintenant qui sont non infectieuses, je vous dirais que la cause la plus fréquente, c'est le goitre, une déficience en iode. Plusieurs sols au Québec peuvent en être déficients. C'est une cause que régulièrement on entend parler. Il ne va pas nécessairement, dans ces cas-là, toujours au laboratoire parce que qui peut être parfois facile à diagnostiquer visuellement, macroscopiquement au niveau des agneaux, avec une hypertrophie, si on veut, de la thyroïde. Il faut aussi regarder, c'est toute la supplémentation en sel iodé. C'est consécutif, bien évidemment, un apport insuffisant en sel iodé. Toujours s'interroger sur la supplémentation en minéraux et en sels minéraux qu'on peut donner à nos animaux. Puis ce qui est souvent utilisé, c'est des blocs. Est-ce que ces blocs-là sont accessibles? Est-ce que ces blocs-là sont appétants? Peuvent être souillés. Donc, c'est toujours, même si on a la présence de blocs à l'intérieur des packs, est-ce qu'ils sont consommés de façon adéquate? On peut voir aussi des pâturages qui contiennent des brassicacées, comme les navets et les choux, qui peuvent interférer avec la conversion T4-T3. Évidemment, comme je le mentionnais, c'est l'hypertrophie de la thyroïde, des masses de chaque côté du cou, on voit des avortements, des mortinatalités, la naissance d'agneaux ou de chevreaux avec une laine, avec moins de laine, moins de poils, si vous voulez, en partie alopécique. C'est par contre une condition qui se rétablit assez rapidement avec l'apport adéquat d'iode. Par contre, il faut toujours mentionner que si on est face à une déficience en iode dans un troupeau, dans un groupe d'élevage, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres déficiences majeures aussi qui s'accompagnent. Donc, c'est dans tout l'anamnèse que vous allez effectuer. Je pense que c'est important de ne pas s'attarder seulement à l'iode, mais de voir s'il n'y aurait pas d'autres déficiences importantes dans cet élevage-là. Dans les autres causes non infectieuses, on met ici en bas à gauche déficience en énergie et en protéines, évidemment. Généralement, on peut dire qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un avortement chlamydia qu'une brebis qui est en déficience en énergie ou en protéines, qui donne naissance à des agneaux plus petits et plus faibles. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne anamnèse, de bien vérifier tout ce qui est la régie globale du troupeau, pour être en mesure de travailler sur cet aspect-là de l'alimentation. Ça peut aussi expliquer en partie les 38 à 40 de cas indéterminés au niveau des laboratoires, de voir, ça nous amènera à, quand il n'y aura pas de diagnostic de maladies infectieuses précises au niveau des avortements, se poser des questions ensemble, à regarder ensemble si on veut, s'il n'y a pas d'autres causes alimentaires ou de régie. Parce que oui, on peut avoir une déficience en énergie, en protéines, mais il peut y avoir aussi du stress, des manipulations excessives, la présence de toxines dans l'alimentation peut être difficilement diagnosticable au laboratoire si on veut, et toute autre déficience qui peuvent causer des problèmes de perte autour de l'agnelage. Voilà, maintenant, je redonne la parole à Anne pour terminer la présentation de